Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Les États-Unis ont envoyé une délégation commerciale en Chine la semaine dernière dans le sillage des conflits commerciaux initiés par ce dernier. Aujourd'hui, nous allons analyser les résultats des négociations et ses implications sur la relation sino-américaine. Avant cela, je vous propose de regarder un reportage sur ce qui s'est passé entre les deux pays récemment avec notre journaliste Sonia. Le 23 mars, le président américain Donald Trump a officiellement signé un mémorandum prévoyant des droits de douane sur un maximum de 60 milliards de dollars d'importation de marchandises chinoises. Le même jour, la Chine décidait de suspendre ses obligations de réduction de tarifs sur 128 produits américains. La mesure a pris effet le 2 avril et concerne pour environ 3 milliards de dollars d'importations américaines. Le 28 mars, Robert Lighthizer, le représentant au commerce des États-Unis, annonce que la publication de la liste des produits chinois frappés de droits de douane est reportée de 30 à 60 jours, l'augmentation par les États-Unis des droits de douane sur les produits chinois ne prenant pas effet avant le 6 juin de cette année. Le 3 avril, le représentant au commerce des États-Unis annonce l'augmentation des droits de douane à la suite d'une enquête menée au titre de l'article 301. La liste des produits visés représente 50 milliards de dollars, le taux proposé est de 25% et concerne 1300 produits. L'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication, la robotique et la mécanique font partie des domaines touchés. Le 4 avril, le ministère du Commerce chinois annonce vouloir imposer un taux de taxe à 25% sur les importations américaines telles que les produits agricoles, les automobiles, les produits chimiques, l'aéronautique, etc. Dans la soirée du 16 avril, le département du commerce des États-Unis annonce interdire aux entreprises américaines de vendre des composants, des produits, des logiciels et des techniques aux géants chinois ZTE pour une durée de 7 ans. Le lendemain, le ministre du Commerce chinois annonce une mesure anti-dumping provisoire sur les importations de maïs provenant des États-Unis. Le 24 avril, Trump annonce lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche l'envoi d'une délégation en Chine afin de résoudre les conflits commerciaux et estime que la Chine et les États-Unis ont une très bonne chance de trouver un accord commercial. Le lendemain, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères déclare que l'envoi d'une délégation est très bien accueilli par la Chine. Le 3 mai, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche et secrétaire au Trésor Munkin est arrivé en Chine avec la délégation. Le vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État, Liu He, s'entretient avec la délégation américaine sur les conflits commerciaux. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Ding Yifan. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État et vous êtes aussi l'auteur du livre Crise de la mondialisation et solutions chinoises qui vient d'être publié cette année aux éditions universitaires européennes. Et Monsieur Richard Ax, vous êtes correspondant du Paris Match en Chine. Bienvenue sur notre plateau. Alors, la première question, pourquoi les États-Unis ont-ils envoyé une délégation à ce moment-là, M. Ding? Je ne sais pas, à ce moment-là, c'est d'abord une initiative américaine. Oui, probablement parce que l'administration avait lancé cette menace de guerre commerciale. Ça a duré à peu près un mois. Et puis maintenant, il nous dit qu'ils veulent envoyer une délégation pour négocier. Donc le gouvernement chinois l'a accueilli, tout simplement. Derrière tout ça, bien sûr, il y a un agenda de politique intérieure américaine. Il y a aussi, plus ou moins lié aussi à la situation internationale, je pense. C'est-à-dire la tension qui monte au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël. Il y a tout de même une perspective non très pessimiste de la Corée du Nord. Oui, il y a une tentative de négociation, etc. Donc dans ce cas-là, il faudrait résoudre probablement le problème de contention commerciale le plus tôt possible. De la part de Trump,
une volonté d'entrer en négociation avec la Chine en faisant pression sur le commerce chinois. Mais chez Trump, c'est pas aussi unilatéral qu'on le croit. Il veut vraiment entrer dans un dialogue qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu. Depuis 3 mois qu'il a commencé à décider de taxes vis-à-vis de la Chine, il s'attendait peut-être à ce que la Chine entre dans une négociation, mais non, la Chine, elle a elle-même déclenché des taxes sur les produits américains, et on est dans une sorte de blocage. Cette délégation, elle est venue pour voir comment on pourrait sortir éventuellement de ce blocage. C'est une délégation nombreuse, elle est venue pour réaffirmer les positions américaines et puis aussi pour voir où on pouvait évoluer, c'est tout. Si ce n'est pas cette logique-là, si ce n'est pas pour vérifier ce qu'on peut faire, alors je ne vois pas très bien à quoi servait cette visite. Mais cette visite, elle se situe aussi, et je crois que c'est très important, dans la perspective des élections américaines de novembre prochain, les élections de midterm à la Chambre des représentants. La campagne commence en fait, et Trump veut montrer qu'il s'occupe du sujet. Donc la délégation, elle est venue pour voir où l'on en est. Ils vont rendre compte à Trump, on verra la suite après. En plus, il y a un problème de temps, parce que, en fait, en lançant la menace de guerre en avril, ils ont fixé une date de 2 mois. C'est-à-dire en juin. Les méthodes de sanctions unilatérales ne sont pas mises en exécution. Ils attendent le délai de 2 mois, jusqu'en juin, pour mettre en application ces mesures unilatérales. La Chine a fait la même chose. Le gouvernement chinois a pris des mesures de revanche, mais ces mesures sont en attente aussi. Ils ne sont pas mises en application. C'est donc des menaces. Ce sont des menaces des deux parts. Donc, mais comme l'échéance s'approche, donc il faut que le gouvernement américain envoie une délégation pour commencer de voir si on peut négocier ou si on va entrer en guerre directement en juin. Mais est-ce que c'est-à-dire que de la part des États-Unis, ils ont senti une sorte de pression inattendue? En fait, aux États-Unis même, à l'intérieur des États-Unis, la tension monte, en fait. Tout dernièrement, il y a à peu près plus de 1000 économistes américains, dont des économistes de renom, les 4 prix Nobel en économie, et plusieurs anciens présidents du Conseil économique du président. Et ils ont écrit une lettre ouverte à l'administration Trump disant qu'une guerre économique, une guerre commerciale avec la Chine, c'est suicidaire. Donc, il y a même des divisions aux États-Unis. Oui, en fait, aussi les associations des agriculteurs de soja, etc., ils ont acheté des publicités à la télévision, aux journaux, etc., pour protester contre cela aussi. Enfin, les protestations contre Trump aux États-Unis, c'est désormais tout le temps qu'il y en a. C'est pas, je ne pense pas que sur ce sujet-là, sauf les secteurs qui sont directement liés à la Chine, ce soit très révélateur. Mais quel est le regard de l'autre bout du monde, en Europe, sur ces contentieux? Parce que Trump a aussi menacé, à un moment donné, de taxer les aciers de l'Union européenne. Donc, oui, mais il ne le dit plus, ça. Oui, mais je sais. Justement, l'Europe, elle observe, je pense qu'elle se tient à l'écart, pour pas trop faire parler d'elle, parce que... Mais l'Europe a réagi à ce moment-là, quand Trump a déclaré ces éventuelles sanctions. Elle n'était pas d'accord du tout. Mais ça commençait d'ailleurs même avant l'Europe par le Canada. Tous ces pays, ils ont un commerce, notamment pour l'acier, très important avec les États-Unis, et ils n'ont pas du tout envie que les États-Unis établissent des barrières. Mais c'est devenu des sujets secondaires dont on ne parle plus. Ce qui est devenu la priorité, c'est la relation entre les États-Unis et la Chine.
actuellement. Mais pensez-vous que cela va avoir un impact sur l'économie européenne aussi, s'il y a un contentieux entre la Chine et les États-Unis? Si Trump persiste, il faudra voir comment ça évolue. Encore une fois, la priorité, c'est avec la Chine, Oui, bien sûr. la première et la deuxième économie au monde. Après, il faudra voir si Trump veut continuer à batailler sur des sujets économiques avec d'autres pays. À mon avis, au début, il a envoyé des flèches de tous les côtés, hein, sur la Chine, sur l'Europe, sur le Canada, le Mexique. Et puis, en fait, sa priorité, c'était la Chine. Il avait globalisé l'attaque volontairement, et puis maintenant, il s'occupe de ce qui est principal pour lui, à savoir la relation économique avec la Chine. Mais aussi, il faut voir que maintenant, beaucoup de monde se rend compte que s'il envoie des flèches, c'est pour les négociations, c'est pas vraiment pour vraiment faire ce qu'il a annoncé, c'est ça? Je pense que c'est très dangereux de faire appliquer les mesures que l'administration Trump se dit prête à prendre, parce que c'est trop dangereux. Finalement, les décideurs de l'administration Trump se trompent de période. Nous sommes maintenant dans une période de l'économie globalisée, mondialisée. Et puis, s'ils visent sur la Chine, mais cela va avoir des impacts aussi sur l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, le commerce national n'est plus le commerce national d'antan. C'est le commerce national de la production globale. Donc si, par exemple, la Chine est coupée de la production globale, ou de la chaîne de production globale, eh bien, tout le système sera écroulé. On aura des problèmes. Si on regarde la chaîne de production aujourd'hui, il y a des éléments qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Japon, qui sont assemblés en Chine et réabsorbés avec d'autres pays. Donc s'il y a une guerre commerciale, ça va couper, ça va interrompre instantanément ce processus. Donc toutes les branches appliquées seront affectées. C'est comme la chaîne d'alimentation dans la nature, c'est un peu comme ça. Oui. C'est sûr tout cela, mais je sens, on voit bien que chez Trump, il y a une volonté de revenir en arrière. C'est-à-dire que la globalisation, il n'est pas tellement d'accord. C'est du protectionnisme qu'il veut faire. Et ça, la Chine n'est pas du tout dans cette logique. Sur ces plans-là, la France est un pays européen et l'Europe, elle s'est habituée à la mondialisation. Ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et la Chine devrait amener logiquement la Chine à travailler plus avec l'Europe. Il y a plus actuellement de points de rencontre sur le plan économique. Il y a des tas de produits en plus que si... Enfin, il y a des blocages qui peuvent se faire sur certains produits qui vont amener les pays à travailler différemment. Par exemple, sur le soja. Les Chinois ont réagi aux mesures annoncées par Trump en disant qu'ils pourraient arrêter d'acheter du soja américain. Donc ils vont aller le chercher ailleurs, le soja. Peut-être au Brésil, en Argentine. Enfin, ça va modifier complètement les rapports économiques si vraiment, je ne suis pas sûr, l'Amérique de Trump veut revenir à une forme de protectionnisme. Je ne suis pas sûr que ce soit ça parce qu'il y a beaucoup de groupes de pression qui disent non aux États-Unis. Alors donc quel est votre regard sur le résultat de négociations? C'est un peu obscur, on ne sait pas trop quelles sont précisément les demandes des États-Unis, mais de la part de la Chine, on a dit qu'il y a des consensus et il y a aussi des divergences considérables sur certains dossiers. Donc comment voyez-vous le résultat? Donc je ne crois pas que la délégation américaine soit venue en Chine pour la négociation. Parce que une visite très courte d'une journée et demie ne peut pas résoudre les problèmes évineux de contentieux commerciaux, etc.
C'est plutôt une délégation qui vient tester un peu le terrain pour voir si la Chine est prête à négocier ou prête à faire la guerre commerciale ou pas. Non, oui. Non, je pense que si c'est une délégation aussi importante qui est venue, Oui. c'est que dans l'esprit des Américains, mettre plusieurs administrations américaines dans ce voyage, ça permet que des responsables économiques américains de tas d'endroits, de tas d'administrations voient vraiment où en est le dossier. Ça facilite ensuite les arbitrages aux États-Unis. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle je pense que la délégation était très nombreuse, c'est qu'en général, dans ce genre de dossier, la délégation chinoise qui reçoit est très importante. Il y a beaucoup de monde. Et les Américains ne voulaient pas donner l'impression d'être en sous-effectif. Il fallait montrer. Et je crois que c'est aussi simple que ça. Ils sont venus nombreux pour ces deux raisons. Si on regarde dans le détail, parmi les membres de la délégation américaine, il y en a qui sont pour une véritable guerre commerciale avec la Chine, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus précautieux, qui disent qu'il faut faire attention, les relations économiques entre la Chine et les États-Unis sont trop importantes pour utiliser ce genre de menaces. Mais je pense que si on les a mis ensemble dans cette délégation, c'est pour qu'après, aux États-Unis, dans les arbitrages, chacun soit au courant du dossier. C'est-à-dire c'est plutôt une sorte de groupe d'observation que délégation pour les négociations. Je pense que cette délégation est venue observer où en est exactement le dossier de la relation avec la Chine et qu'est-ce qui peut être fait. Nous ne savons pas quels accords ont été conclus, mais les responsables chinois et américains ont accepté de continuer à parler. Selon une déclaration de l'agence de presse chinoise, Xinhua, les deux parties ont reconnu qu'étant donné que des différences considérables subsistent sur certaines questions, un travail acharné est nécessaire pour plus de progrès. Alors que l'équipe américaine retourne à Washington, le président américain Donald Trump semble optimiste. J'ai beaucoup de respect pour le président Xi, c'est pourquoi nous sommes très gentils. Nous entretenons d'excellentes relations, mais nous devons faire preuve d'équité dans les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, et nous le ferons. La Maison-Blanche a publié une déclaration affirmant que les pourparlers étaient constructifs, même si les deux parties restaient éloignées. Dans sa déclaration, elle dit que la délégation des États-Unis a affirmé que le commerce équitable conduira à une croissance plus rapide pour les économies chinoises, américaines et mondiales. Mais les documents américains de négociation largement diffusés par les médias américains et britanniques révèlent des demandes au-delà de ce que Trump avait demandé publiquement, notamment une réduction de 200 milliards de dollars du déficit commercial entre la Chine et les États-Unis d'ici à 2020, mettre un terme aux subventions accordées aux industries clés dans le cadre du plan Made in China 2025, mettre fin aux exigences de transfert de technologie pour les entreprises américaines qui font des affaires en Chine, renforcer les protections de la propriété intellectuelle, laisser tomber les plaintes de l'OMC ou toute imposition de tarifs de rétorsion sur les marchandises américaines. Les États-Unis vont-ils retarder l'imposition de droits de douane sur 150 milliards de dollars d'importations chinoises pendant que les pourparlers se poursuivent? Une grande question pour les marchés boursiers mondiaux et des dizaines de milliers d'entreprises potentiellement touchées par le conflit commercial. Si la Maison-Blanche procède, la Chine promet de frapper de tarifs douaniers les importations d'avions, de véhicules et de soja des États-Unis ou de tout simplement cesser de les acheter. Et puis, il y a les plans des États-Unis qui visent à limiter les investissements chinois dans la technologie et les communications américaines. Est-ce que ces plans iront aller de l'avant ou bien seront-ils mis en attente? Au cours des pourparlers, les négociateurs chinois ont évoqué le cas récent de la société de téléphonie mobile ZTE. Le département du commerce des États-Unis a interdit à ZTE d'acheter des pièces fabriquées aux États-Unis pendant 7 ans. Une décision qui pourrait détruire l'entreprise. Les négociateurs américains ont déclaré qu'ils rapporteraient la position de la Chine à ce sujet à Donald Trump.
Des cas comme ZTE et d'autres sont considérés comme des tests visant à déterminer si Washington est prêt à faire des concessions en plus de ses demandes. Vous avez tous les deux mentionné le domaine d'innovation et de la propriété intellectuelle. Donc, quelle est, selon vous, l'origine des contentieux dans ce domaine et où va-t-on dans le futur? C'est très difficile à qualifier parce que, en fait, il est facile d'accuser la Chine d'avoir violé les accords, d'avoir volé de la technologie, etc. C'est facile, c'est gratuit. Mais en fait, c'est difficile à prouver parce que, à ma connaissance, le Congrès américain avait voulu recueillir un peu plus d'informations précises sur cette accusation. Donc, il a fait un appel, les entreprises américaines sont censées aller témoigner devant le Congrès, etc. Mais finalement, les grandes entreprises américaines que vous connaissez, aucune n'est allée témoigner devant le Congrès américain. Enfin, ils en ont trouvé 6 petites compagnies dont personne n'a entendu le nom. Et ce sont des accusations un peu n'importe quoi. Donc, c'est pas très sérieux. Donc, finalement, à plusieurs reprises, la Chambre de commerce américaine, le gouvernement américain ont accusé cela, mais il n'y a aucun cas concret. Il n'y a même pas un cas d'une entreprise qui a été forcée de faire telle ou telle chose en Chine. Non. C'est toujours les mêmes accusations sans évidence, sans exemple. C'est ça qui est un peu bizarre. Où en est-on maintenant en Chine dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle? Depuis les 3 dernières années, la Chine est numéro 1 du monde en termes d'application de brevets. C'est-à-dire, on a demandé, enfin, la Chine a investi massivement en recherche et développement, que ce soit les entreprises chinoises ou les institutions de recherche sponsorisées par le gouvernement chinois, etc. Tout le monde a investi beaucoup. En termes de recherche et de développement, la Chine est le numéro 2 du monde, derrière les États-Unis, mais dans 2 ans, la Chine rattrapera les États-Unis pour devenir premier investisseur en recherche et développement, et ce qui donne des résultats, parce que à mesure que vous investissez dans la recherche et développement, ça donne des résultats positifs, et donc depuis 3 ans consécutifs, la Chine est numéro 1 en termes de demande de brevets, d'applications, etc. L'année dernière, le nombre de brevets déposés par la Chine dépasse celui des États-Unis et du Japon réunis. Si c'est ça, si on en est là, Oui. je pense qu'assez vite, on va avoir des problèmes d'espionnage et de vol de brevets chinois, parce que c'est là que ça se passe. Oui. Et ce qui est arrivé en partie aux États-Unis arrivera à la Chine, Oui. plus elle se développera dans ce domaine. C'est à peu près inévitable dans le monde actuel, très ouvert. Oui, dans le domaine de téléphone portable, smartphone, etc. Et c'est ça, le Huawei possède plus de brevets que Apple, par exemple, ou Samsung. Et l'année dernière, Huawei avait porté plainte contre violation des droits de brevet, etc. C'est inévitable. Huawei a gagné. C'est inévitable. Le monde marche, hélas, comme ça. Alors, on voit que la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis est très importante. Pensez-vous que cela va avoir un impact sur la relation sino-américaine dans son ensemble? Parce que dans Oui, votre en fait, pays, oui. d'une certaine manière, cette menace de guerre commerciale ne reflète qu'une psychose un peu difficile des Américains vis-à-vis de la Chine. Pour la première fois, il y a un panique un peu aux États-Unis, dans la société américaine, un peu comme au moment du Sputnik. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, au moment où les soviétiques, à l'époque, avaient lancé la première satellite artificielle,
Et ça Les avait Américains causé- se sont oui, dépêchés. Ça va causer une panique. Dans la société américaine, ils avaient peur. Donc, le président Kennedy avait lancé aussi son grand projet de l'exploration spatiale, etc. Mais c'était la suite. Mais à l'époque, il y avait une peur brutale dans la société américaine. Et cette fois-ci, vis-à-vis de la Chine, il paraît que ça a provoqué aussi une panique aux États-Unis vis-à-vis de la Chine, parce que ils ne sont pas habitués de voir une puissance arriver aussi vite, aussi irrésistible un peu. Et surtout posséder une telle quantité de dettes américaines. Il y a ça, mais aussi il y a la dimension. La dimension est énorme. C'est la population chinoise est 3-4 fois plus que celle des États-Unis. Et ça fait peur. Mais je pense quand même que, même si on écoute les propos de Bush, il fait une distinction entre les dossiers économiques dont on parle, hein, c'est-à-dire tout ce qu'il veut rattraper dans le domaine économique, éviter que la Chine s'empare trop de l'économie américaine, et le plan plus politique. Il a dit à plusieurs reprises l'estime qu'il a pour le président Xi Jinping. Ah oui, ça c'est le problème. C'est peut-être Entre tactique, Trump mais... Donc, vous voulez dire le président Trump, c'est ça? Le président Trump, qu'est-ce que j'ai dit? Bush. Pardon. Président Trump, Ok. évidemment. Il veut montrer qu'il a une... Oui. il n'a pas... Personnellement, il a une sympathie pour Il le a plutôt président une pour certaine Chinois, oui. sympathie, même pour la Chine. Simplement, Oui. il y a des dossiers précis où il veut une intervention américaine. Et donc, c'est là où les Chinois répliquent coup par coup, en fait. Mais comment voyez-vous les choses, l'évolution des choses? Parce qu'apparemment, les deux parties sont mis d'accord sur des mécanismes d'échange réguliers. Donc, pensez-vous qu'il y aura d'autres négociations qui vont bien sûr, suivre? bien sûr, Ou, bien sûr, comment on va évidemment. procéder à des choses? Évidemment qu'on va vers d'autres négociations. Si ce n'est pas le cas, si on reste sur des blocages comme actuellement, mais ce serait une catastrophe. Bien sûr, tout n'est pas prévisible, mais je pense que l'étape prochaine sera une discussion probablement produit par produit. Il faut voir là où les États-Unis mettent une barrière et là où ils n'en mettent pas. Ce sera très difficile à prévoir sur lesquels ça va jouer. Mais Oui. c'est comme ça que ça va se passer. On voit déjà des réactions très négatives du marché du capital américain. Oui. La bourse, il y a chuté, surtout les actions des sociétés qui sont exposées au marché chinois ont chuté terriblement depuis Non, mais la même menace. si on prend l'exemple de Boeing, Ah oui, c'est ça. si Boeing est surtaxé par la Chine, ils vont avoir du mal à vendre C'est ça. leurs C'est avions. ça, En mais- revanche, c'est une très bonne nouvelle pour Airbus. Parce que ce sont en tout cas, ce sont les grandes sociétés cotées en bourse Mais bien sûr. qui doivent se faire des soucis maintenant sur la guerre commerciale, parce que, en fait, ce sont ces compagnies-là qui vont être sérieusement punies. Et ce qui est un peu particulier dans la personnalité de Trump, c'est qu'il n'était pas un politicien de carrière. Donc, ce qui est contraire à la plupart des hommes des présidents américains. Donc, comme il est arrivé au pouvoir, il veut vraiment faire appliquer les promesses qu'il avait faites pendant la campagne. C'est vraiment le président américain qui a essayé de mettre en application toutes ses promesses. Et comme ces promesses étaient parfois un petit peu oui, difficiles c'est à ça. appliquer, ça prend du temps. ça doit- Oui, ça va être un peu difficile. Ok, merci tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.